Bonjour à tous. Comme vous le savez, la PlayStation 1 n'est pas réputée pour ses jeux de baston en 2D, qui ont souvent été des adaptations amoindries des vraies versions, on va dire. Mais est-ce que vous avez entendu parler de Guilty Gear? Guilty Gear est sorti en mai 98 sur PS1 en version Jap. Donc moi, cette couverture, j'avoue qu'à l'époque, jamais eu l'occasion de la voir. Et j'ai jamais pu voir de test en fait du jeu, j'ai aucun souvenir moi de ce jeu dans cette période-là. Sachant que nous en PAL il est sorti en mai 2000, donc 2 ans après la sortie Jap, ce qui est quand même assez tard, et une période en mai 2000 où c'était plus la Dreamcast et PS2 qui allait être à l'honneur, et surtout les jeux en 2D n'étaient vraiment plus à la mode à cette période-là quoi. Mais donc ce projet Guilty Gear est en fait plus ancien que ça, puisque dès 95, des premières images du prototype étaient apparues en fait dans un magazine qui montrait déjà le design des personnages qui avait été déjà créé. Et on voit que c'est légèrement différent par rapport à au rendu final qu'on a eu après. Par exemple, là, la fille avec la hache, ils ont remplacé ça par une encre. Ensuite, en 96, il y a eu des nouvelles images encore qui sont apparues, cette fois-ci avec des captures d'écran, et qui montrent en fait que le jeu à l'époque était fait pour être plus avec des persos avec un rendu 3D en fait, un petit peu à la manière de Donkey Kong Country et Killer Instinct au niveau du visuel. Donc ça c'était encore à l'étape du prototype. Et finalement ça n'a pas été gardé, ce design, ils sont revenus sur des sprites en 2D dessinés à la main. Et c'est donc plus tard en mai 98 que sort cette version PS1 qui n'est pas sortie en arcade, c'est une exclusivité vraiment pour la PS1. Donc on va essayer de remettre un petit peu le jeu dans le contexte et de voir ce qu'il valait à l'époque. On va se lancer tranquillement l'intro, qui est assez classique mais efficace. Donc ils vont nous présenter les persos petit à petit. Ah, ça part un peu en cacahuète la musique, ça s'agite. Les écrans bleus et rouges là c'est des gages de qualité. On arrive sur le logo avec les 4 modes de jeu. Bon, on va dire qu'il y a tout ce qu'il faut au niveau des modes, ça s'annonce plutôt bien. Alors au niveau des personnages, on va en avoir 10 de jouables et 3 en plus à débloquer. Visuellement, ils vont être assez originaux, surtout à l'époque où on avait des licences Capcom et SNK, on avait déjà des persos qui étaient établis. Là, c'est des persos qui vont être créés de toutes pièces, avec quelques inspirations bien sûr, mais les looks sont quand même stylés. Au niveau du gameplay, on va avoir des inspirations d'autres jeux d'époque, mais des originalités aussi. Donc pour les déplacements, avoir du déplacement au sol, en l'air, possibilité de dasher, de faire des doubles sauts, comme dans des jeux comme X-Men vs Street Fighter par exemple, on avait déjà vu ça. Après au sol on va avoir un petit point, un pied, un coup d'épée et un gros coup d'épée, une touche de taunt et une touche de respect. On verra plus tard à quoi elle sert. Après il va y avoir des coups spéciaux assez classiques, comme ce style de boule de feu, qui a des bruitages assez impressionnants puisqu'on dirait un bruit de balle au début, en fait on entend carrément un bruit d'impact. Après il va y avoir des coups spéciaux à base de coups de pied. Et puis un classique Dragon Punch aussi, mais qui va être assez original puisque c'est une position qu'on n'a pas l'habitude de voir, il est à moitié allongé en l'air en fait quand il fait son Dragon Punch. C'est plutôt la cool attitude là qu'ils ont privilégié au niveau des personnages, on voit qu'ils ne se sont pas basés sur des vieux schémas.
Après, il y a des super classiques. Pour lui, il y en a une qui va lui permettre de booster son coup spécial, là, son Dragon Punch, en donnant une sorte de version améliorée. Au niveau des combos, ça va être du classique, du Chun combo à la suite, assez simple à faire. On va aussi avoir un launcher, un coup qui envoie l'adversaire en l'air, avec possibilité de l'enchaîner, bien sûr. Et la grosse originalité du jeu, en fait, c'est le instant kill. En appuyant sur 2 boutons, vous déclenchez un espèce d'écran rouge, et après vous faites quart de cercle avant avec un bouton, et ça fait une attaque qui va tuer l'adversaire en un coup. L'adversaire pourra bien sûr l'éviter en faisant quart de cercle arrière et un bouton. Alors le bouton respect, j'en ai parlé un petit peu, ça va servir à booster un coup spécial. Donc pour lui ça va être son Dragon Punch jusqu'au niveau 3. Et une fois qu'il sera boosté, il sera en version plus puissante. Ce coup en faisant le coup de Dragon Punch avec le bouton respect, vous allez pouvoir aussi annuler vos coups normaux. Et ça peut créer des situations d'infini aussi. Alors pour moi, l'atout majeur du jeu, c'est sa réalisation, parce qu'on voit qu'il a été vraiment conçu dans l'esprit de la PS1, au niveau de l'architecture. Par exemple, pour des trucs tout cons comme les loadings. Les loadings sont meublés en fait de façon intelligente, avec des écrans de transition, de façon à occuper un petit peu ces temps de chargement. Donc là, on va voir après la sélection une sorte d'écran qui vous amène sur une move list. Donc ça va vous permettre de meubler les 10 secondes de temps de chargement. Et après, il va y avoir une petite transition où on va avoir le décor du fond qui va s'avancer vers vous. Alors justement, niveau réalisation, on a droit à un autre élément qui sont les impacts, qui sont assez spectaculaires dans ce jeu et très travaillés, notamment avec des effets de lumière, des sortes de traits horizontaux et des grosses gerbes de sang. Donc on voit que les gouttes vont se dispatcher jusqu'à l'autre bout de l'écran, et les effets de lumière vont être soit horizontaux ou verticaux selon la trajectoire du coup en fait. Donc on avait déjà eu des débuts de ça dans les Samurai Shodown avec un peu de sang et de la lumière comme ça, ou dans Last Blade aussi. Mais dans la majorité des jeux de l'époque, les effets étaient quand même assez sobres. Au niveau des impacts, ça restait, enfin on était loin de ce qu'on pouvait voir dans Guilty Gear. Alors il y a un autre truc aussi qui est très travaillé dans ce jeu, c'est au niveau des ombres des personnages au sol. Sachant qu'à l'époque, dans tous les jeux qui se faisaient, en général ils s'embêtaient pas trop, ils faisaient en général une forme ronde au niveau du sol qui bougeait pas plus que ça. Il y a eu quelques exceptions dans les Fatal Fury, ils avaient détaillé un petit peu avec là par exemple des ombres qui s'en vont derrière le personnage, ou dans les King of Fighters aussi ils s'amusaient à les faire. Et là dans Guilty Gear on peut voir qu'elles sont quand même assez propres et bien détaillées, puisqu'on aperçoit pour le personnage à droite carrément les maillons de la chaîne qui peuvent bouger pendant les animations. Donc en final on a affaire à un jeu incontournable quand même pour tout fan de jeux de baston, surtout pour PS1, une exclusivité. Nous il est un petit peu passé à la trappe en France, j'ai l'impression, parce que donc comme je vous disais, cette version Jap qui est sortie en mai 98, et nous la version PAL en mai 2000. Par exemple, pour vous dire, le Guilty Gear d'après est sorti en juillet 2000 en arcade, donc Guilty Gear X, et sur Dreamcast Jap en décembre 2000. Donc en fait, ce jeu aura une durée de vie assez courte dans le temps, parce que le Guilty Gear X, lui, a fait beaucoup plus impression que celui-là. Et je vous dis à la prochaine pour la suite.